Nouvelle capsule, les juristes. Donc on va parler d'une indemnisation en cas de relaxe par le juge pénal de la personne poursuivie pour blessure ou homicide involontaire. Alors dans le cas d'une relaxe pour blessure ou homicide involontaire, la victime qui n'a pas réclamé au juge pénal la réparation de son préjudice comme la loi l'y autorise dans cette hypothèse, conserve le droit de présenter au juge civil sa demande d'indemnisation. Alors, en fait, quand bien même la personne n'a pas été condamnée au pénal, si je puis dire, c'est-à-dire à des peines d'emprisonnement ou même de réclusion ou d'amende, lorsque la personne a été accusée d'avoir commis des blessures ou un homicide involontaire, même si la victime n'a pas demandé au juge civil de recevoir des dommages et intérêts, donc du coup une somme d'argent qui a vocation à réparer, si je puis dire, le préjudice subi par la victime, donc le dommage, même si la victime ne l'a pas demandé devant le juge pénal, et que la personne accusée n'a pas été condamnée, donc devant le juge pénal, la victime a toujours la possibilité de demander à nouveau une réparation devant le juge civil, donc devant le juge qui s'occupe de tout ce qui est les réparations de dommages, juge des contrats, etc. Ou même juge en droit de la famille. Le juge civil c'est très large, mais dans le juge civil vous avez tous les contentieux qui peuvent être liés à tout ce qui a trait à la responsabilité civile. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a frappé avec un bâton, qui a fait tomber un objet sur vous et qui vous a, endommagé le pied, vous avez la possibilité de saisir le juge civil pour qu'il répare, pour qu'on vous donne une indemnisation afin qu'on puisse couvrir les frais médicaux, notamment que vous allez engager, etc. Afin d'obtenir des soins pour votre pied qui est endommagé. Voilà, pour vous donner un exemple tout bête. Bon, les faits et les procédures. Donc un sapeur-pompier en intervention conduisait un véhicule de secours routier. Son véhicule a été percuté par un automobiliste. Trigger warning aussi, accident. Décidément, il y a beaucoup de trigger warning. Le sapeur-pompier est décédé des suites de cet accident de la circulation. La famille du sapeur-pompier, partie civile, réclame réparation de son préjudice. Alors on a quelques repères, l'indemnisation des victimes en cas de relaxe. Donc principe, compétence du juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe un prévenu, donc une personne qui comparaît devant le juge pour avoir commis un délit, le juge pénal n'est pas compétent pour se prononcer sur les dommages et intérêts par la partie civile. Si celle-ci souhaite obtenir des dommages et intérêts, elle doit se tourner devant le juge de la responsabilité civile. Alors il y a une exception, compétence du juge pénal, qui est prévue à l'article 470-1 du code de la procédure pénale, du code de procédure pénale. Lorsque le juge pénal relaxe une personne à laquelle est reprochée une infraction non intentionnelle, comme des blessures involontaires ou un homicide involontaire, donc en gros, il n'y avait pas une volonté de tuer la personne ou même de lui faire mal. Donc on est vraiment dans le caractère non intentionnel, donc c'est pas voulu. Donc lorsqu'on est dans ce cas de figure, le juge pénal reste compétent. Il reste compétent et à la demande de la partie civile pour se prononcer sur les dommages et intérêts, donc sur la réparation. Cette règle permet une indemnisation plus rapide en évitant d'engager une nouvelle procédure devant le juge civil. Voilà. Donc en fait, vous pouvez régler tout devant un seul juge, à savoir obtenir la condamnation au pénal de la personne, c'est-à-dire à ce que la personne soit sanctionnée par des amendes et par des peines d'emprisonnement éventuellement, ou d'autres peines complémentaires. Et en plus, vous aurez la possibilité d'obtenir une indemnisation qui ira dans votre poche pour réparer le dommage que vous avez subi. Là en l'occurrence, ça peut être la perte, le préjudice moral qui peut découler de la perte d'un être cher, donc d'un proche. Puisque puis derrière après vous pouvez avoir tout ce qui peut découler du fait que vous pourriez tomber en dépression, etc. À cause de la perte de cet être qui vous est cher. Voilà. Je suis navré d'être froid comme ça, mais c'est comme ça c'est comme ça qu'on raisonne
en des termes juridiques, parce que au-delà de ça, la personne est absolument détruite, et c'est pas nécessairement une indemnisation, une somme d'argent qui va nécessairement, si je puis dire, éteindre la peine rencontrée par la victime. Il y a tout un accompagnement, j'imagine, psychologique, etc. Au-delà du financier, il y a toutes ces dimensions. Bref. La procédure devant le juge pénal. Donc le tribunal correctionnel a jugé l'automobiliste coupable d'homicide involontaire et a accordé à la famille du sapeur-pompier une indemnisation de son préjudice causé par ce délit. La cour d'appel a relaxé l'automobiliste et rejeté la demande de dommages et intérêts de la partie civile après avoir constaté que celle-ci n'invoquait pas devant elle l'article 470-1 du code de procédure pénale. Quand même. Donc la procédure, disons que là malheureusement la victime n'avait pas demandé de dommages et intérêts sur le coup. Et de l'autre côté, donc la procédure devant le juge civil, donc devant l'autre juge, les proches du sapeur-pompier se sont détournés vers la justice civile afin d'obtenir une indemnisation de la part de l'assureur de l'automobiliste. Le juge civil a déclaré cette action irrecevable. Il a considéré qu'ils auraient dû formuler leur demande de réparation dans le cadre de la procédure pénale. Donc en gros, le juge civil estimait qu'il n'était pas compétent parce que normalement on était dans le cadre, dans le champ d'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à savoir que c'est le juge pénal qui est compétent pour traiter la demande en réparation, notamment lorsqu'il y a une infraction non intentionnelle, donc homicide involontaire ou blessure involontaire. Et ça devait être le raisonnement du juge civil, c'était de dire c'est pas moi qui est compétent, dans ce cas de figure c'était le juge pénal, c'était pas moi. Voilà. Et salut Jeshugan, comment tu vas camarade? Et je t'accueille comme il se doit, Thermomix sur toi. Et Thermomix sur vous. Voilà, donc on reprend notre déroulé. Donc la cour d'appel avait confirmé le jugement donc du juge civil, à savoir le fait de considérer que le juge civil ne pouvait pas statuer sur la demande en réparation donc de la victime au motif que c'était au juge pénal de statuer sur cette demande, comme on était sur une infraction non intentionnelle, du coup qui avait des blessures involontaires, etc. Et là on se retrouve devant la cour de cassation, et qui a donné tort à la cour d'appel, qui a donné tort aussi par voie de conséquence au juge de première instance, au tribunal judiciaire. Et la cour de cassation a décidé de saisir une autre cour d'appel en renvoi. Voilà, c'est-à-dire que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé, et ce qui se passe c'est que l'affaire va de nouveau être jugée devant une autre cour d'appel. Donc selon la cour de cassation, le fait de ne pas demander au juge pénal des dommages et intérêts dans l'hypothèse d'une éventuelle relaxe du prévenu ne privait pas la partie civile du droit de saisir ultérieurement le juge civil en réparation de son préjudice. Cette nouvelle demande soumise par la famille au juge civil ne méconnaît ni le principe de concentration des moyens, ni le principe de l'autorité de chose jugée. Je rappelle, l'autorité de chose jugée, c'est comment on appelle ça ? C'est l'autorité que l'on donne à une décision de justice. En gros, les parties ne peuvent pas remettre en cause ce qui a été jugé. Voilà. Et l'idée qui découlait de cette autorité de la chose jugée, c'était de partir du principe qu'à partir du moment où le juge pénal avait relaxé la victime, le prévenu, veuillez m'excuser, je suis fatigué, relaxer le prévenu, relaxer la personne qui devait faire l'objet d'une condamnation, qui aurait dû faire l'objet d'une condamnation, on part du principe que comme on est dans le cadre d'une infraction non intentionnelle,
c'est le juge pénal était le seul à pouvoir traiter tout l'ensemble, et du coup à partir du moment où il relaxe, on part du principe qu'on ne peut pas, procéder à une nouvelle demande pour obtenir une réparation. Voilà. Parce que même si la victime avait fait n'avait pas effectué une demande de réparation devant le juge pénal. Voilà, c'était le raisonnement qui était retenu par les juges de première instance et par la cour d'appel, sauf que la cour de cassation a dit non. La Cour de cassation a dit non, elle part du principe que il n'y a pas de remise en cause de la décision du juge pénal, en laissant la possibilité aux victimes de saisir le juge civil afin d'obtenir une réparation. Voilà. Alors donc là on a un petit rappel donc pour le principe de concentration des moyens. Ça c'est bien qui donne quelques explications. Donc le principe de concentration des moyens, donc celui qui engage une action en justice doit avoir présenté à toute première juridiction qui tranchera son affaire l'ensemble des arguments pouvant justifier sa demande. Oui, en fait c'est l'idée que vous ne pouvez pas en fait L'idée, c'est que vous devez absolument présenter l'ensemble des arguments devant le premier juge. Si vous oubliez de présenter un argument devant le premier juge et que vous décidez, je sais pas, de l'indiquer, de dire ah ouais, au fait, la Cour de cassation, j'ai oublié de soulever ce moyen, en fait, c'est pas, comment on appelle ça ? En fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que sinon votre moyen sera déclaré irrecevable. Le juge vous dira ouais vous auriez dû le dire dès le début. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Après donc pour ce qui est de l'autorité de la chose jugée, donc une demande ne peut être présentée successivement à plusieurs juges lorsqu'elle oppose les mêmes personnes, porte sur le même objet et repose sur le même fondement juridique. Voilà. Donc là c'est expliqué en des termes beaucoup plus si je puis dire précis. Vous avez en fait dans un procès, vous avez trois composantes. Vous avez l'identité des parties, vous avez ensuite l'objet du procès, et vous avez le fondement, les textes sur lesquels porte le procès. Voilà. Donc c'est l'identité, donc personne, objet et cause. Voilà. C'est ça l'idée. Alors, mais on ne peut pas apporter la preuve irréfutable au dernier moment devant le jury. mais l'effet dramatique du twist final. Alors encore une fois, il y a une différence entre apporter des éléments de preuve pour étayer davantage ton argument et avoir oublié d'anticiper un moyen. Salut Karomei. Salut. Donc la justice considère qu'un juge défaillant, ça n'existe pas. Si, c'est pour ça que tu as des voies de recours. C'est pour ça que tu as des voies de recours et que en appel, tu as la possibilité de dire, de dire que le juge a omis de statuer sur un de tes moyens, c'est-à-dire a oublié d'analyser un de tes arguments. Ça c'est tout à fait possible. Tu as la possibilité. Alors encore une fois, je raisonne de manière juridique. Vous avez donc les voies de recours, vous avez l'appel et vous avez la cassation. Lorsque vous avez une décision de justice avec laquelle vous estimez qu'elle n'a pas été rendue conformément aux règles de procédure, conformément au droit, ou même tout simplement, même au-delà du droit, le fait que le juge a mal compris votre situation de fait, a mal analysé votre situation, et du coup a par conséquent a mobilisé les bons textes de loi, mais par contre les a mal appliqués à votre situation. Voilà. Et du coup, il y a tout un contrôle qui est effectué. Mais par contre, par rapport à l'autorité de la chose jugée, c'est parce qu'on essaie de garantir une certaine sécurité. C'est lié, à mon avis, à la sécurité juridique. C'est à l'idée que à partir du moment où ça a été jugé, on peut pas remettre en cause indéfiniment. C'est ça l'idée. Parce que et encore une fois, vous avez des délais à respecter lorsque vous engagez votre appel ou lorsque vous engagez votre pourvoi en cassation. Voilà. Et parce qu'une fois que c'est jugé définitivement, c'est jugé définitivement. Enfin, une fois que c'est passé ce délai, vous pouvez pas remettre en cause la décision. Voilà, c'est ça l'idée. Mais là, en l'occurrence, il y a une petite particularité dans cette affaire, c'est que là, ici, la victime n'avait pas demandé devant le juge pénal une réparation
une réparation du préjudice qu'elle a subi, en fait. Et du coup, la Cour de cassation a dit la victime, elle n'avait pas demandé de réparation devant le juge pénal, même si le juge pénal à première vue demeurait compétent, pour préserver quand même les intérêts de la victime, on va quand même lui laisser la possibilité de saisir et de manière dérogatoire, de manière exceptionnelle, le juge civil pour réparer. Donc là on va poursuivre, donc là la cour d'appel chargée de rejuger l'affaire, putain, ouais, donc en plus c'était même pas terminé. Donc la cour d'appel chargée de rejuger l'affaire n'a pas suivi la décision de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, se référant au principe de l'autorité de chose jugée. Elle a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formulée par la famille du sapeur-pompier. Voilà. Donc en gros la cour d'appel elle voulait en découdre. La cour d'appel elle a dit niquez-vous, je campe sur mes niquez-vous, votre raisonnement il est merdique, c'était à la victime de faire le boulot pour demander réparation devant le juge pénal. Il n'y a que le juge pénal qui est compétent, donc allez vous faire foutre. Bon. Donc là, vous pouvez péter un plomb, c'est parti. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Bon, cette position a conduit forcément la Cour de cassation, qui s'est pas laissé faire, elle a décidé d'examiner l'affaire en assemblée plénière. Et la formation de jugement, donc c'est du coup la formation de jugement, je rappelle, la plus solennelle, au sein de laquelle vous avez toutes les chambres de la Cour qui sont représentées. Et en général, la Cour de cassation, elle est saisie en assemblée plénière lorsqu'il y a une difficulté juridique assez importante. Et là, on voit quand même qu'il y a que la Cour d'appel, qu'on a quand même deux cours d'appel quand même qui ont refusé de suivre le raisonnement de la Cour de cassation quand même. Donc c'est pas rien. Et ce qui pousse quand même la Cour de cassation à siffler la fin de partie et à trancher la question une bonne fois pour toutes. Alors, décision de la Cour de cassation. La personne qui ne demande pas au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice dans l'hypothèse d'une relaxe du prévenu auquel est reprochée une infraction non intentionnelle conserve-t-elle le droit de soumettre sa demande d'indemnisation au juge civil sans que lui soit opposé le principe de concentration des moyens et l'autorité de chose jugée. Salut, it's Fâché baby. Je vais t'appeler juste It's. Salut It's, bienvenue à toi. Désolé, je galère avec les noms de pseudo. Alors la réponse de la Cour de cassation donc à cette question, à savoir donc pour la reformuler plus simplement, est-ce que vous avez la possibilité d'obtenir une indemnité même si vous n'avez pas indiqué au juge pénal, est-ce que vous pouvez demander au juge civil d'analyser votre demande d'indemnité même si alors que vous n'avez rien demandé au juge pénal et que c'était le juge pénal qui de base était compétent pour traiter votre affaire de blessures involontaires et de comment on appelle ça, de blessure involontaire ou d'homicide involontaire, et que derrière il y avait une relaxe, voilà, pour le dire autrement. Et la réponse de la Cour de cassation, c'est oui, le juge civil peut statuer sur votre demande d'indemnité. La Cour de cassation précise la portée de la solution en distinguant deux hypothèses qui peuvent se présenter. Si la partie civile n'a formé aucune demande d'indemnisation de son préjudice devant le juge pénal, pour le cas où la personne poursuivie serait relaxée, alors la victime peut soumettre sa demande d'indemnisation au juge civil. Par contre, et la autre hypothèse importante, si elle a au contraire formé une demande devant le juge pénal, alors elle doit présenter l'ensemble des arguments fondant sa demande. En effet, elle ne pourra plus demander au juge civil la demande d'indemnité. Voilà. Donc il faut vraiment faire très attention parce que la victime, en fait, si elle a demandé au juge pénal de bénéficier d'une indemnisation et qu'elle ne présente pas suffisamment d'arguments, suffisamment de moyens pour
obtenir justement pour obtenir une indemnisation en tant que partie civile, eh ben dans ce cas-là, la victime elle l'aura dans l'os. Parce que, encore une fois, c'est au nom du principe de concentration des moyens. Parce que lorsque la victime fait une demande d'indemnisation devant le juge pénal, c'est à elle de se bouger le cul. Et je suis navré de le dire, mais c'est comme ça, c'est le droit. Vous avez le droit de considérer que c'est politiquement que c'est absolument dégueulasse, mais c'est malheureusement ici là c'est à l'avocat de faire le job. Et en l'occurrence, au nom du principe de concentration des moyens, la victime en fait doit absolument présenter tous les arguments possibles et ne pas les invoquer plus tard, parce que sinon elle risque de se faire en gros les autres juges diront on va déclarer vos moyens irrecevables, on va pas analyser vos arguments puisque vous auriez dû les présenter avant, vous auriez dû les présenter devant le juge de première instance au pénal, à partir du moment où vous avez fait votre demande d'indemnisation. Par contre, si vous n'aviez pas demandé d'indemnisation devant le juge pénal, là, on vous offre la possibilité de faire une demande d'indemnisation devant le juge civil, et ce même si le prévenu, donc la personne à qui on reproche d'avoir commis un délit, et ce qui était non intentionnel, même si on a relaxé cette personne, on offre toujours la possibilité à la victime de faire cette demande devant le juge civil, à condition bien sûr de n'avoir rien demandé devant le juge pénal. Autre que des condamnations à des amendes ou à peine d'emprisonnement. Voilà. Donc par conséquent, la décision de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formulée par la famille du sapeur-pompier est censurée, donc est cassée. Donc une autre cour d'appel devra se prononcer à nouveau sur cette demande. Eh ben c'est pas gagné. Donc parce que là on est quand même sur une décision d'assemblée plénière, donc franchement ce serait fort de café si la nouvelle cour d'appel refuse de se plier. Voilà, c'est la fin de la capsule.